Lundi 15 juillet 2019, un plaisir pour moi de vous retrouver en ce début de semaine pour ce nouveau numéro de Café Débat. Vous le savez, ici, nous donnons la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Et l'invité du jour, c'est Honorable Ben Youssouf Keïta. Il est député de l'UFDG, président de la commission santé, sport, culture et patrimoine historique à l'Assemblée nationale. Avec lui, on va parler justement de ces questions de santé publique, mais aussi de sport, notamment de football, puisque vous le savez, c'est le sujet sur toutes les lèvres depuis la mésaventure, la débâcle du Sili national à la CAN. En tant que député et président de la commission sport, quel regard il a porté sur le parcours du Sili et cette affaire de sous, d'argent qui a été mobilisé autour du Sili national, mis à la disposition du ministère des Sports, mais aussi la mobilisation du fonds faite par le comité de soutien, avec l'audit demandé par le Premier ministre. Qu'est-ce que parlementaires qu'ils sont vont aussi faire parallèlement à cette démarche gouvernementale? Il va répondre à toutes ces questions, mais pourquoi pas parler aussi de politique, puisqu'il est membre de l'UFDG. Honorable Ben Youssouf, sur ce plateau. Honorable, bienvenue. Merci. Bonjour. Merci surtout de la disponibilité. Merci. Alors, je rappelle d'abord que vous rentrez fraîchement d'un voyage au compte de l'Assemblée nationale. Vous avez pris part au sommet du Parlement africain sur la santé à Brazzaville. Et donc, en tant que président de la commission santé de l'Assemblée nationale, vous y étiez avec le président de l'Assemblée nationale lui-même, Kouri Kondiano. Dites-nous quels étaient les enjeux de cette rencontre, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce sommet de Brazzaville sur la santé? Merci, monsieur. D'abord, il faut savoir que la santé, elle n'est pas tout. Mais sans elle, absolument rien est possible. Absolument rien est possible. Donc, elle est prioritaire. Tout commence par la santé et finit par la santé, parce que la santé, c'est l'homme. Tout part de l'homme, par l'homme, pour l'homme et finit par l'homme. Alors, on s'est rendu compte qu'après le sommet des chefs d'État à Abuja en 2001, où il avait été décidé que les pays africains accordaient 15% de leur budget au ministère de la Santé, 18 ans après, on a constaté qu'il n'y a pratiquement que 2 pays qui l'ont atteint. Ça, c'est un. Ensuite, on a constaté que la lutte contre le VIH-Sida risque de s'essouffler si les hauts dirigeants ne sont pas conscientisés et ne se réunissent pas. Ils ne sont pas remobilisés. Et en plus, tisser des liens forts avec les bailleurs de fonds. Je veux parler des partenaires techniques et financiers et surtout des institutions telles que l'OMS, l'UNICEF et tout ce qui s'ensuit. Et l'ONU-SIDA. L'ONU-SIDA dans le domaine de l'ONU. Donc, ce sommet de haut niveau panafricain pour le financement du VIH-Sida et de la santé a réuni donc du 11 au 12 à Brazzaville, en présence de la première dame du Congo, Mme Antoinette Sassou Nguesso, qui est présidente des premières dames d'Afrique pour la lutte pour le développement. C'est vous montrer l'importance de ce sommet. Donc, les présidents des parlements africains, à tous les niveaux, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Centre, l'Afrique du Sud, étaient représentés. Et même les Sénats également. Parce qu'il y avait le président du Sénat de la Côte d'Ivoire, le président du Sénat du Burundi, le président du Sénat du Zimbabwe, le président de l'Assemblée nationale de Guinée, Honorable Kouri Kondiano, le président de l'Assemblée nationale du Mali, Sidibé, le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, pour ne citer que ceci. Il y avait également le président de l'Assemblée nationale de la Centrafrique, de l'Algérie, du Maroc, et sans oublier le Ghana et le Zimbabwe, le Rwanda et même le Malawi. Bien. Donc c'est toute l'Afrique qui était réunie. Bien. Alors donc, on a sensibilisé les présidents des assemblées nationales, qui sont en réalité les deuxièmes personnalités des différents pays. Absolument.
Et qui était aussi, massivement présent à ce forum. Voilà, moi j'ai eu un grand honneur parce que j'ai été invité en tant que président de la commission santé de Guinée, eu égard à l'effort fourni par notre commission santé, soutenu par tous les députés et par le président de l'Assemblée nationale de Guinée, qui nous a permis d'engranger une victoire dans le domaine de la lutte pour l'augmentation des budgets. Vous savez affecté au ministère, au secteur de la santé. Il vous souviendra qu'en 2017, avec le soutien financier de l'USAID à travers FHI 360, nous avons sillonné toutes les préfectures de la Guinée pour toucher du doigt la réalité des infrastructures hospitalières et comment nos populations étaient soignées. Les médecins qui travaillent, quels sont les moyens qu'ils ont, dans quelles conditions ils sont et comment ils sont repartis. Alors cela nous a permis, en 2017, de dresser un tableau sombre qui a alerté tous les décideurs. Et quand nous avons plaidé donc pour passer budget à un niveau important, on n'a pas hésité de passer de 2,3 à 8,2%, soit une augmentation de 400%. Alors ça a été reconnu sur le plan international. Et en tant que... ça c'est depuis le budget de 2019 ou 2017, non, 2017 pour 2018. Pour 2018, voilà. nous sommes maintenant à 8%, du budget national affecté à la santé. Voilà. Donc ce qui a permis de mettre le Parlement guinéen en exemple, d'être cité en exemple un peu partout. D'accord. Et donc notre commission... Même si ce n'est pas suffisant, parce que l'objectif c'est 15%. L'objectif est loin. L'objectif c'est 15% du budget national. Donc notre commission, alors, en reconnaissance à cela, avait été invité et participé auprès du président de l'Assemblée nationale à ce sommet. Il n'y a pas eu beaucoup de présidents de commission de santé. D'accord. Donc c'était un honneur pour nous. Donc il faut savoir que les présidents des assemblées nationales ont été mis devant leurs responsabilités. Dans les pays africains, tout est prioritaire. Spécifiquement en Guinée, tout est prioritaire. Si vous laissez le gouvernement de décider lui seul, évidemment, pour le gouvernement, l'armée c'est prioritaire, l'agriculture c'est prioritaire, l'eau c'est prioritaire, la jeunesse c'est prioritaire. Non, c'est au président des assemblées nationales de faire comprendre que la santé c'est la priorité des priorités et qu'il faille coûte que coûte accorder les 15% au ministère de la Santé pour que les populations à la base sentent une amélioration dans leur traitement sanitaire. Bien. Aussi, on a conscientisé les parlementaires et sénateurs pour dire qu'il ne s'agit pas non seulement de voter ces 15%. Il faut suivre d'abord le décaissement de ces 15%. Il faut suivre l'utilisation de ces 15% à bon escient. Absolument. Parce que ça ne sert à rien de voter 15% du budget national et que le ministère de la Santé ne soit pas capable de le décaisser, ou si le ministère de la Santé décaisse effectivement les 15%, mais qu'il les envoie à acheter les véhicules, à acheter les motos, à construire des maisons qui n'ont rien à voir avec le système sanitaire. Non. Alors les assemblées doivent veiller au grain. Bien. Non seulement se battre pour voter les 15%, se battre pour que ces 15% soient décaissés et se battre pour suivre l'utilisation de ces 15% dans l'intérêt des populations. Voilà, en un mot, la substance de la rencontre haut niveau de Brazzaville. L'autre enjeu, c'était le sida aussi. Hein? Aujourd'hui, on constate qu'il y a de moins en moins d'efforts des gouvernements dans la lutte contre le sida. Au cas de la Guinée, par exemple, si on estime qu'il y a 100 et quelques mille, 122 000 personnes qui sont affectées par le sida en Guinée, il nous a été révélé que seulement 50 000 sont sous traitement, pour le fait que des traitements manquent souvent. Alors, ça veut dire que la Guinée aussi a la traîne dans la lutte contre le sida. Exactement. Il faut reconnaître qu'en 2007, sous le régime du feu Lansana Conté, paix à son âme, en 2007 déjà, le traitement gratuit des séropositifs au ARV a été instauré, 2007. D'accord. Alors, donc c'est une tradition de prendre gratuitement les personnes souffrant de VIH-Sida. Mais les moyens ne suivent pas. Justement. Parce qu'aujourd'hui, nous avons 122 349 Guinéens vivant avec le VIH-Sida. Ça, c'est le dernier chiffre de l'ONU-Sida, 2018. Dont plus de 10 000 enfants de 0 à 14 ans.
qui sont des innocents. Absolument. Qui sont des victimes collatérales. Alors, tout cet ensemble pris, comme vous avez dit, il n'y a pas plus de 50% d'entre eux qui sont pris en charge. Ce qui signifie que c'est grave parce que on a pour objectif les 3,90 d'ici 2022. C'est-à-dire 90% des personnes qui souffrent de VIH doivent être détectées. D'accord. Pour le moment, on n'a même pas 50% qui sont détectés. Il y a beaucoup qui restent encore, qui vivent dans la nature, qui ne sont pas encore, qui savent pas leur état sérologique. Effectivement, statut sérologique. Il faut que nous ayons au minimum à 90% de ces personnes qui sont infectées et qui doivent être détectées. Il faut que 90% de ces personnes qui vivent avec le VIH, reçoivent des traitements aux ARV. Ça nécessite de l'argent. Il faut que 90% de ceux qui seront soumis au traitement de ARV soient séronégatifs, c'est-à-dire que leur charge virale baisse de telle manière que ce soit indétectable aux examens de contrôle biologique. Bien. Alors donc, vous voyez que c'est des objectifs, mais il faut pour tout cela de l'argent. Absolument. Alors, on a conscientisé les parlementaires parce que 60% de ceux qui souffrent du VIH/SIDA sont en Afrique. Et la grosse partie des fonds alloués pour traiter ces problèmes de ARV viennent de l'Occident, viennent des institutions telles que l'OMS, l'UNICEF et ailleurs. Les efforts du gouvernement ne sont pas à la hauteur des problèmes qu'il y a. Donc, c'était pour sensibiliser effectivement les gouvernants aussi. Parce que à ce sommet de haut niveau, il y avait les ministres de la Santé et les ministres des Économies et des Finances de beaucoup de pays. Alors donc, il y avait aussi la société civile et les privés. Comme vous vous rendez compte, le privé, il est important dans le domaine de la santé parce que si les hôpitaux, les cliniques publiques ou les hôpitaux publics existent, il y a bien des cliniques privées. Et tous soignent des Guinéens. Donc il faudrait qu'on se donne les mains, qu'on travaille en symbiose pour qu'effectivement le système sanitaire évolue favorablement dans l'intérêt de toutes les couches. Et surtout, une chose importante qui a été décidée et sur laquelle on a martelé à Brazza, c'est la couverture sanitaire universelle. Fait en sorte que tous les citoyens bénéficient d'un traitement équitable dans le domaine de la santé. Voilà. Gratuitement. Voilà donc en un mot les enjeux, les recommandations fortes sorties de ce sommet de haut niveau des parlementaires africains sur la santé qui s'est tenu à Brazza, c'est le pays de Denis Sassou Nguesso, où donc ils ont pris 2 jours et notre invité honorable Ben Youssouf en tant que président de la commission santé a été donc présent sur les lieux. Évidemment, avec le président de l'Assemblée nationale de Guinée, honorable Kouri Koundiano. On va toujours continuer de parler de santé en tant que président de cette commission santé à l'Assemblée nationale, de gratuité de la césarienne, par exemple. Le président Alpha Condé, quand il venait, c'était un de ses chevaux de bataille, si je peux dire ainsi, un de ses objectifs primordiaux, la gratuité de la santé. En tant que parlementaire, est-ce que vous constatez sur le terrain aujourd'hui que 9 ans après ce slogan, cette politique, qu'elle n'est pas effective sur le terrain? Quelle est la situation, l'état des lieux que vous avez pu faire? Très bien. Avant de clore le domaine de Brazzaville, il est à noter que la délégation guinéenne, parlementaire guinéenne, a été longuement applaudie après son discours, car nous avons ressorti la victoire du Parlement guinéen, d'avoir fait un bond de 400% dans le plaidoyer. Ça a été salué et nous avons été encouragés. Et je peux dire que le président Claude Kouri Koundiano a reçu plus d'1 minute d'applaudissements grâce d'ovation dans la salle. Dans la salle à cela. Donc, ça signifie que la Guinée est sur le bon chemin. Il faut aller maintenant plus loin. Il faut atteindre cet objectif. Nous le pouvons. Nous pouvons, d'ici 2020, atteindre les 15%. Voilà. Concernant le domaine de la césarienne, en 2017-2018, nous avons
avec l'appui de l'USAID, toujours FI 360, parce que c'est eux qui nous financent. Ce n'est pas le gouvernement qui nous finance, ce n'est pas l'Assemblée qui nous finance, c'est FHI 360, donc une fois de l'USAID, auquel il faut rendre hommage. Nous avons constaté qu'à l'intérieur de la Guinée, quand vous prenez des villes comme Kouroussa, où je suis né, vous prenez Ségiri, vous prenez Kissidougou, vous prenez Bofa, vous prenez Koundara ou Gawal, là où il y a césarienne, les médecins qui sont là respectent la gratuité de la césarienne. Bien. Là où le bas blesse, c'est à Conakry ici. On comprend pourquoi. Parce que Conakry, c'est 15% de la population guinéenne. Ça c'est un. Conakry, c'est 70% des médecins guinéens qui se retrouvent là. Et Conakry, c'est 2 hôpitaux publics. Bona Mala, Ignace Dine qui a plus de 100 et quelques années, et Donka qui est en rénovation. Donc le flux de personnes qui viennent pour les césariennes est beaucoup plus élevé à Conakry qu'à l'intérieur. Même quand vous prenez les centres médico-communautaires comme Ratoma, Matam, où ils font des césariennes aussi, le problème qu'il y a, c'est que les kits ne sont pas suffisants et le fait que les kits soient uniformes met les médecins dans des difficultés énormes et qui les pousse, pour beaucoup d'entre eux, à demander aux patients d'aller acheter ou de mettre la main à la poche pour tel ou tel autre matériel qui manque. Donc, et dès qu'il y a ça... D'abord, le constat, c'est que vous constatez que 9 ans après, la gratuité de la césarienne n'est pas entière. Elle n'est pas entière. Il faut être clair. Elle n'est pas entière. Parce que les moyens ne sont pas là. Bien. Les moyens ne sont pas là. Pour accompagner la gratuité. Pour accompagner la gratuité. Je dis surtout à Conakry. D'accord. À l'intérieur, c'est effectif. D'accord. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui viennent pour se faire opérer, césarienne. Les médecins qui sont là ne sont pas très enclins à se remplir les poches comme ceux de Conakry qui vivent dans des situations difficiles, qui doivent tous les jours prendre des véhicules, qui doivent payer l'eau, qui doivent payer le courant, qui doivent payer leur maison et qui doivent nourrir en plus la famille. Eux, malheureusement, ils se lancent pour beaucoup d'entre eux dans cette mauvaise pratique. Bien. Mais il faudrait très bien que l'on sache que le problème majeur vient d'abord du manque de disponibilité de ces kits complets. On ne peut pas donner un kit de césarienne pour une césarienne simple, non compliquée, le même kit de césarienne pour une césarienne compliquée. Quand je parle de compliqué, c'est quand il y a déchirure, vous comprenez? Là, il faut beaucoup plus. Césarienne simple, on le fait à moins de 10 minutes. D'accord. Mais césarienne compliquée, ça peut aller jusqu'à 1 heure. Vous comprenez, avec tout ce qui est de traitement, de perfusion, de transfusion et tout ce qui s'ensuit. Donc, l'État doit obligatoirement mettre la main à la poche pour que les cliniques ici ou les hôpitaux publics de Conakry comme de l'intérieur reçoivent le matériel adéquat. 70%, je dirais comme ça, 70% du matériel qui existe dans nos cliniques ici sont vétustes. Je prends le cas d'Ignace Dine. Allez à Ignace Dine. 70% du matériel médical qui existe à Ignace Dine sont vétustes. Bien. Donc, ça veut dire que le président de la République, certes, a proclamé la gratuité de la césarienne, mais le gouvernement, sa gouvernance n'a pas mis les moyens qu'il faut pour remplir cette gratuité en termes de kits de santé sanitaire. Aussi simple que ça. Aussi simple. Donc c'est cela qui amène aujourd'hui certains médecins à demander de l'argent. Parce que les kits ne sont pas là. Parce que les kits ne sont pas à la hauteur. Je vous ai dit et j'insiste. Quand un kit comprend seulement 2 fils de suture, 2 paires de gants, avec l'oxytocine ou avec un seul sérum, un sérum soit Ringer ou physiologique, ça, vous pouvez le faire pour une césarienne simple. Simple. Mais quand la césarienne est compliquée, la femme vient avec des ruptures. Quand la césarienne est compliquée, il faudrait d'abord au moins 4 à 5 fils, voire 10 fils, vous comprenez. Il faudrait au moins des solutés
beaucoup plus importantes, telles que le plasma, telles que le ringer. Donc, il faut beaucoup si plus. Tous ces, il faut encore beaucoup plus. Si tous ces instruments ne sont pas disponibles à l'hôpital public, le médecin est obligé de dire aux patients, aux parents, allez acheter et donnez-moi. Ah, moi, je ne sais pas où acheter. Bon, le médecin dit, bon, voilà, ils ont de ces manières de faire. On dit, bon, voilà, si vous ne pouvez pas l'acheter, voyez tel là-bas, allez, ils vont l'acheter, ils vont le surfacturer. D'accord. Voilà. Et ce qui fait en sorte maintenant que le monsieur, hein, même si c'est 100 000 qu'il a payé, alors qu'une césarienne normalement peut aller jusqu'à 500 000, même si c'est 100 000 qu'il a payé, lui, il ne verra plus la gratuité de la césarienne. Bien. Parce que quand on parle de gratuité, c'est du début à la fin, vous ne déboursez pas un seul franc. Dès que vous déboursez, on vous demande de payer, là déjà, la gratuité est compromise, malheureusement. Donc ça veut dire que si aujourd'hui... il faut, et moi je pense que tout cela sera résolu quand nous obtiendrons les 15% du budget. Parce que quand nous aurons 15% du budget pour le ministère de la Santé, on pourra avoir de nouveaux matériels, on pourra avoir des kits complets et des kits de différentes catégories, et les malades pourront être pris en charge à 100%. Bien. Voilà. Alors donc, on va terminer sur cette question de santé publique, toujours en parlant cette fois-ci de la vente, l'importation des médicaments et la vente aussi des faux médicaments. Et à côté, on va parler de Medicrime. Aujourd'hui, quel est votre regard sur cette problématique d'abord d'importation de médicaments, où on connaît une floraison d'importateurs qui vont plus dans la centaine, ou je crois bien, contrairement à d'autres pays. Après, vous parlerez de Medicrime, qui a eu des problèmes récemment quand on a arrêté ce camion rempli de faux médicaments qui a disparu et jusqu'à aujourd'hui on n'a pas retrouvé. Un des responsables de Medicrime a été suspendu, je crois, poursuivi en justice, mais aujourd'hui on ne connaît pas la suite du dossier. D'abord, la question d'importation des médicaments. Très bien. Il faut d'abord savoir que tout médicament, je dis bien tout médicament, est un poison potentiel. Un poison, on ne le sait pas, on ne blague pas avec. Alors, ça signifie que le médicament doit être manipulé par des mains expertes. D'abord, pour être pharmacien, il faut avoir le baccalauréat et faire des études universitaires, au minimum 4 à 5 ans, pour être docteur en pharmacie, être pharmacien, pouvoir manipuler les médicaments. Alors si vous n'êtes pas pharmacien, vous manipulez les médicaments, quelles sont les conséquences? Premièrement, que vous ne saurez pas faire la différence entre le bon médicament et le faux médicament, le médicament de contrefaçon, le médicament bien étiqueté, vous ne saurez pas les conserver dans des lieux requis, dans les normes requises, et vous pourrez commander des médicaments n'importe où parce que vous êtes commerçant, vous voulez faire du profit, vous ne vous occupez pas de la qualité des médicaments qui viendront. Et c'est pour cette raison que la floraison de grossistes, à 90% qui ne sont pas du corps médical, du corps, non, même du corps des pharmaciens, qui n'ont pas prêté le serment de Galeni, c'est des commerçants. Alors, ils importent où ils peuvent faire des bénéfices. Et comme vous savez, le monde, il y a des bandits à col blanc un peu partout. Il est facile d'aller dans un pays, aller faire des faux médicaments ou des médicaments sans principe chimique, et les embarquer pour les faire venir comment on appelle ça, au port, et les faire passer à Madina ou ailleurs sur le marché, parce que vous n'avez pas prêté le serment. Donc, ça va empoisonner la population, et finalement, au lieu de soigner les gens, ça les empoisonne davantage. C'est pas pour rien que beaucoup de Guinéens qui ont les moyens vont se faire soigner, soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali même ici, ou en Côte d'Ivoire, ou en Tunisie, ou au Maroc. Pourquoi? Pas parce que les médecins, là, ici, n'ont pas fait de bon diagnostic, ils n'ont pas prescrit la bonne ordonnance, le bon traitement. Non, parce que les médicaments qu'on achète, ils ne sont pas efficaces. Ils ne sont pas efficaces. Donc, c'est un danger. Quand vous prenez la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas ils ont près de 18 millions d'habitants, ils n'ont pas plus de 5 grossistes. Le Burkina n'a pas plus de 3 grossistes. Le Sénégal n'a pas 5 grossistes.
Le Mali n'a pas plus de 4 grossistes. Tous ces pays réunis n'ont pas 15 grossistes. Ils font plus de 80 millions. Et en Guinée? En Guinée, nous sommes 12 millions, nous avons 140 grossistes. 140 importateurs. 140 importateurs. Alors, c'est du n'importe quoi, c'est du fourre-tout. Bien. Donc, il faut réduire au minimum le nombre de grossistes. Minimum. Alors pour vous, qu'est-ce qui empêche le ministère de faire ça aujourd'hui, sans retarder? Est-ce que c'est la mer à boire? Parce que ce n'est pas du tout la mer à boire. On chante ça tous les jours, il faut réduire, il faut réduire. On a vu même Tchègboro sur ce terrain-là, mais on ne réduit pas. Ça ne fait qu'augmenter. C'est une manque de volonté politique, purement et simplement. Déjà, dans les années post-indépendance, je vais parler des années 70, 75 jusqu'en 80, au temps de feu Ahmed Sékou Touré, paix à son âme. Nous avions la pharmacie centrale de Guinée, qu'on appelle Pharma Guinée, qui est actuelle PCG. PCG, oui. Il n'y avait pas de pharmacie privée, mais jusqu'au dernier recoin de Guinée, les populations avaient les médicaments. Ces infrastructures existent encore. Ces structures existent. La Pharma Guinée, la pharmacie centrale qui existe toujours, la il faut la renforcer. Il faut non seulement la renforcer, parce que le nombre de population a augmenté, il faut construire d'autres dépôts, et il faut financer fortement cette pharmacie centrale de Guinée, PCG, afin de pouvoir commander les médicaments de manière qu'il n'y ait pas de rupture de médicaments, et leur donner les moyens logistiques de telle sorte qu'ils fassent acheminer ces médicaments jusqu'au dernier village de Guinée, où nos populations pourront avoir des médicaments de bonne qualité, à bon prix, parce que subventionnés par l'État. Donc c'est le ministère qui doit décider de réduire. Cela doit être fait. Une fois que cela est fait, alors les grossistes, et c'est des privés, et ils sont là, c'est pour non seulement servir, mais aussi pour faire des bénéfices. L'État ne fait pas de bénéfices. Donc, les grossistes, ils pourront importer des médicaments de spécialité et ils pourront servir les grandes villes parce qu'ils ne pourront pas aller jusque dans les villages. Absolument. Alors donc, il faut purement et simplement mettre les moyens à la disposition de la PCG, c'est la Pharmacie Centrale de Guinée, d'avoir le dos large, d'importer sans non-stop beaucoup de médicaments de bonne qualité, des génériques, et les dispatcher sans difficulté sur toute l'année territoire. Et surtout réduire drastiquement ce nombre. Non, et après maintenant, on pourra réduire le nombre de pharmaciens, le nombre d'importateurs. Le nombre d'importateurs grossistes. On pourra réduire, même à 3. Mais avant de réduire d'abord, ce qui doit être fait, c'est de renforcer d'abord la PCG, les capacités d'importation de la PCG. Évidemment, parce que actuellement, c'est la PCG qui sert un peu partout à l'intérieur. Si la PCG n'est pas capable de servir un peu à l'intérieur, si vous coupez subitement la branche des grossistes qui sont là, qui vont jusque lors des marchés hebdomadaires avec les médicaments bon an, mal an, tu comprends? La population sera sévrée de médicaments. D'accord. Il faut donc éviter cela. Il faut prendre les mesures d'abord en amont, éviter qu'il y ait rupture, éviter que la population ne soit sans médicaments, afin que ceux qui vont être choisis pour commander les médicaments fassent dans les règles de l'art, qu'ils soient des spécialistes, qui ont une surface financière bien assise et qui viendront en appoint à l'État. Ce n'est pas l'État qui doit venir en appoint au privé, c'est le privé qui vient en appoint à l'État. Pour le moment, c'est le contraire. La question Medicrime en 30 secondes. Bon, Medicrime, vous avez vu que la commission santé a pris toutes ses responsabilités. Dès qu'à travers vos médias, nous avons oui qu'il y a un camion de médicaments qui se balade dans la nature, nous avons immédiatement convoqué le ministre de la Santé. La commission santé l'a écouté et nous a donné sa version. Et comme nous sommes parlementaires, nous parlons. Nous avons parlé, nous avons tiré la sonde d'alarme de tout le monde pour qu'on sache qu'il y a un problème. Et ça a amené les autorités à prendre leurs responsabilités pour suivre effectivement les coupables de ce trafic de faux médicaments et mettre le grappin sur eux. Nous avons joué notre rôle, qui est celui d'alerte et celui de défendre nos populations afin qu'on n'abuse pas d'elles. Le reste, la justice
doit suivre son cours. Et depuis là, vous n'avez pas eu d'autres cas de camions de faux médicaments? Non, pas du tout. Jusqu'à date? Pas du tout. Bien. Parce qu'on dit, chat échaudé a peur d'eau froide. Et un homme averti en vaut deux. Bien. Et nous sommes vous veillez et nous veillons au grain. Au grain. Voilà. Bien. Et nous dénoncerons tout bandit à col blanc que nous verrons et toute forme de malversation qui viendrait à l'encontre de l'intérêt de la population et surtout dans le domaine de la santé, contre la santé de la population guinéenne. Alors donc voilà comment nous fermons la parenthèse santé de cette émission. Dans la deuxième partie, juste après quelques secondes tout à l'heure, on va s'intéresser au domaine du sport, puisque l'invité est aussi, comme je l'ai dit, président de la commission sport, et après nous terminerons par la politique. Tout de suite après quelques secondes de pause. Merci donc de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat pour 10 minutes chrono avec notre invité du jour, honorable Ben Youssouf Keïta. Alors oui, on va parler de sport cette fois-ci. Je le disais, le sujet au domaine sport, c'est bien le football, la participation de la Guinée à la CAN et notre mésaventure. On est rentré à la maison tête baissée, on va dire comme ça, contrairement à d'autres pays comme le Bénin, comme le Madagascar, qui sont sortis la tête haute de cette aventure. Ajouter à notre mésaventure une sorte de scandale financier autour du Sili national. Vous, quel est votre regard en tant que président de cette commission sport, entre autres, à l'Assemblée nationale sur ces questions-là? Je traduis le sentiment de la population guinéenne qui nous a élus, dont nous représentons les yeux, les oreilles, la bouche, dont nous représentons la voix. Nous sommes la voix de ces 100 voix. La population guinéenne, surtout accro au sport, au football, a été choquée, a été déçue. Pas déçue de la défaite, mais déçue de la manière dont nous avons subi la défaite. Il faut savoir tomber quand vous êtes combattant. Vous tombez avec l'arme à la main, vous devenez un héros. Mais quand vous tombez en fuyant, vous devenez un lâche. Vous devenez un apathe, un traître. Je pèse bien mes mots. Je félicite l'équipe algérienne parce qu'il ne faut pas être mauvais perdant. Ils ont bien joué. Ils ont su marquer 3 buts. Cette équipe était plus forte que l'équipe Guinée. Mais nos joueurs sur le terrain ne se sont pas battus comme on attendait qu'ils le fassent. Bien. Ils ne sont pas tombés avec l'arme à la main. Les Maliens ont été sortis, mais ils sont sortis avec l'arme à la main. Vous avez vu les Malgaches, ils ont été sortis, mais ils sont sortis avec l'arme à la main. Ils ont été accueillis comme des héros. Nous, les Béninois, bien que nous soyons tombés sur plus fort que nous, mais nous n'avons pas mouillé le maillot, nous n'avons pas défendu le drapeau. C'est ce qui me blesse, c'est ce qui me choque. Bien. Ça, c'est la ce qui choque la population guinéenne. Dans l'ensemble. Et dans l'ensemble, il faudrait maintenant que des leçons soient tirées. Après nos indépendances, nous avons en l'esprit encore le AFIA 77, triple champion d'Afrique. Pourquoi ils ont réussi? Parce qu'il y avait le patriotisme. Parce que depuis la base, il y avait la sélection. Il y avait des compétitions interscolaires. Ensuite, interpréfectorales, interrégionales. Et les gens étaient détectés et suivis, et on les cultivait l'amour de la patrie. Ce n'est pas l'argent qui les intéressait en ce moment. Il faut que cette culture revienne. Bien. Pour que quand vous partez, que vous sachiez, ce n'est pas l'argent que vous doit vous importer, c'est la couleur de la patrie, c'est l'hymne national que vous devez sauver. Alors, il faudrait retourner encore à la base, commencer les compétitions interscolaires, détecter les jeunes talents et les mettre à l'école des sports, parce que maintenant, le sport, le football est devenu une science. Absolument. Donc, de côté, il faut que le budget du ministère des Sports soit à la hauteur. Soit élevé. Aujourd'hui, nous sommes à combien de pourcents? Aujourd'hui, nous sommes à 0,47% du budget national. Du budget national, même pas 1%. Affecté au ministère des Sports. Affecté au ministère des Sports, art, culture, patrimoine historique. Avec ce pourcent, est-ce qu'on peut organiser la CAN? N'importe quoi. Parce qu'il on ne peut rien organiser. On ne peut pas du tout. Des infrastructures. Mais c'est pour cette raison. C'est pour cette raison, il ne faut pas. On dit la critique, elle est aisée, elle est facile, mais là, c'est difficile. Vous ne pouvez pas exiger à une vieille de 55 ans
de faire un bébé. Bien. C'est pas possible. Il faut qu'on donne les moyens au ministère des Sports, au ministère de la Jeunesse, parce que 70% de la population guinéenne, c'est des jeunes. Bien. Alors, tant qu'on ne donnera pas une fois de plus un budget suffisant au ministère des Sports, de 3 voire 5%, on ne pourra pas parler en un mot de succès dans nos compétitions. On ne pourra pas. Bien. Parce que pour le moment, c'est soutenu par les privés. Et on n'a pas d'infrastructure sportive. Le président de la FEGIFOOT, M. Antonio Soare, c'est lui qui met la main à la poche. Il joue le rôle de l'État. Est-ce que l'État peut demander des comptes? À certains endroits. Voilà. Il faudrait que ce soit à l'inverse. Il faudrait que l'État soit le plus grand pourvoyeur, le plus grand investisseur dans le domaine des sports, et les privés viendront aider. Ainsi, l'État pourra parler devant les privés. Bien. Mais pour le moment, on ne peut pas. Alors, ça c'est pour donc si vous voulez, le diagnostic du secteur du sport, notamment du foot, mais dans le cas spécifique que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Après la défaite, on parle maintenant de scandale, d'audit. Le Premier ministre a même commandité un audit. Là-dessus, qu'est-ce que vous pensez? Rassurez-vous que la commission sport que je préside, qui est digne de la confiance de la population, et surtout, personnellement digne de la confiance de celui qui m'a mis là. Je veux parler de Ella Seloudalen Diallo de l'UFDG, parce que ne voulez pas que la commission santé, sport, art, culture, patrimoine historique revienne à l'UFDG. Et l'UFDG est présidé par Ella Seloudalen Diallo. Et c'est lui qui m'a choisi comme président de cette commission. Bien. Je ne le décevrai pas. Je ne décevrai pas la population. Donc, à ce titre, nous allons demander des comptes. Nous allons, en notre qualité de député commission sport, appeler la FEGIFOOT. On l'a déjà fait une fois, quand il y a eu des propos du CAN. Mais là, il s'agit du ministère des Sports. Je viens. Pour la gestion de l'argent. D'abord, pour la FEGIFOOT, c'est la gestion des joueurs, techniques et tout. Pour nous, FEGIFOOT Sport tout, c'est pour le bien-être de la population guinéenne. Du football. C'est pour le bonheur de la jeunesse guinéenne et de la population guinéenne. Donc, pour nous, c'est blanc, bonnet, blanc. Parce que tous vont vers le sport. Donc, vous allez appeler Bantamasso et Antonio Soare. Nous allons d'abord, respectueusement, appeler la Fédération guinéenne de football, on l'a déjà fait une fois, pour venir les écouter en tant qu'élus du peuple. Nous avons droit, et c'est nous qui allons faire passer leur message, c'est nous qui allons donner des explications à nos mandats. Bien. Nous allons appeler le ministère des Sports. Le ministre des Sports, Bantamasso, viendra avec son staff. C'est notre droit et c'est notre devoir. Nous allons les écouter. Bien. Et après ça, nous tirerons les leçons et nous viendrons faire le compte-rendu à ceux qui nous ont mandatés. En parlant d'audit, parce que j'ai dit le Premier ministre a commandité un audit, est-ce que vous allez vous asseoir que les inspecteurs d'État partent faire les audits et venir vous donner un rapport, ou est-ce que vous allez demander en tant que député que vous ayez, parallèlement à cet audit des inspections, une sorte d'enquête parlementaire sur la gestion de cet argent affecté au CILI, ou est-ce que vous allez vouloir être parmi l'équipe des inspecteurs pour savoir qu'est-ce qui a été fait de l'argent, parce qu'on peut justifier le paquet global qui a été mis à la disposition du ministère, 62 milliards, sans nous dire dans l'intérieur qu'est-ce qu'on a fait de chaque sous-montant affecté à l'achat des billets d'avion, au paiement des hôtels, le prix, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous allez faire? Bien, nous avons deux positions. La première position, en tant que commission santé, nous avons le droit et le devoir. Parce que... La commission sport. Oui, santé, sport, donc santé, sport, jeunesse. Donc en tant que commission sport, nous avons le devoir, dans notre rôle de contrôle de l'action gouvernementale, d'appeler les différents protagonistes pour les écouter. Notamment le ministère des Sports et la FEGIFOOT, pour les écouter. Ensuite, deuxième rôle, deuxième position, ça c'est ce que vous venez de dire, une commission d'enquête parlementaire. Cette commission d'enquête parlementaire ne peut pas être menée par la commission santé elle seule. Pour une commission d'enquête parlementaire,
il faut que les 3 groupes parlementaires désignent des députés. Il faut qu'il y ait des députés du RPG Arc-en-Ciel, députés de l'Alliance républicaine et députés de l'Illibéral démocrate dans la commission pour aller mener cette fois-ci les audits, les enquêtes. Mais tout dépendra de nos... c'est nous qui sommes à la base. C'est nous qui allons recevoir les premières informations et nous allons faire un compte rendu acquis de droit. Et à partir de là, ça sera décidé si oui ou non, il faut mettre sur pied une commission d'enquête. Vous allez demander ça à l'Assemblée? Évidemment, ça sera fait. Bien. Et puis on va terminer par la politique en 2 minutes. Oui, le débat aussi à ce niveau, c'est aujourd'hui cette question de constitution, de changement de constitution. Mais avant que vous nous donniez votre position là-dessus tout à l'heure, d'abord on va parler de l'UFDG singulièrement. Une fois encore, c'était triste pour l'UFDG qui a perdu le maire de Ratouma la dernière fois. Maintenant il est enterré, le deuil a été fait par la famille. Mais on apprend aujourd'hui que l'UFDG serait dans la tendance de ne pas accepter que celui-là qui vient directement après le maire Taran décédé prenne sa place. Est-ce que c'est vrai ou faux que ce débat existe aujourd'hui au sein de l'UFDG? Non, c'est une contre-vérité absolue. Ce n'est ni dans l'esprit, ni dans l'éthique, ni dans les façons de faire de l'UFDG et surtout de son président Ella Selouk Alain Diallo. À l'UFDG, nous qui prétendons arriver au pouvoir en 2020, montrer la bonne gouvernance, nous ne pouvons pas être les premiers à violer la loi. Non. Nous allons respecter la loi. Ce qui est dit dans les codes, dans ce domaine, sera respecté. S'il est dit qu'à l'absence ou après la disparition, pour quelque motif que ce soit, du premier responsable, du maire, c'est son premier adjoint, le premier vice-maire qui vient le remplacer, nous l'appliquerons sans état d'âme. Mais est-ce que c'est vrai quand même que certains dans le parti avaient voulu qu'on ne mette pas celui-là qui vient directement après Taran parce que pour telle ou telle raison? Est-ce que déjà ce débat avait existé? Non. Même si vous vous êtes rétracté après? Non, ce débat n'a jamais existé. Et vous savez, c'est de bonne guerre. Hein, c'est nos adversaires qui veulent faire. Donc, qui ont fait fuiter qui veulent faire croire que non. Parce qu'on veut jouer sur une fibre ethnique qui n'a pas de raison d'être. Bien. Et ça, je mets quiconque au défi de montrer qui, au sein de l'UFDG, a une fois mis en doute la possibilité que ce que la loi recommande ne soit pas appliqué. Je vous dis, ici, haut et fort, en tant que cadre de l'UFDG, membre du conseil politique, s'il est dit qu'à la disparition du maire, c'est le premier vice-maire qui vient, alors à la disparition de M. Tarampé, à son âme repose au paradis, celui qui le suit, c'est M. Souma. Alors si c'est M. Souma, et la loi le dit, il viendra. On verra bien. Il n'y a aucun doute. On va suivre tout ça de près. On va suivre tout ça de près. N'écoutez pas nos adversaires. Ils veulent semer à Nemo les troubles et ils ne réussiront pas. Bien, on verra. Alors parlons de constitution pour terminer. Votre position là-dessus. C'est vrai qu'on connaît la position globalement du parti et tout. Mais aujourd'hui, à ce stade du débat, qu'est-ce que vous en dites une fois encore? Je suis triplement contre la nouvelle constitution. Je n'ai pas vu la nouvelle constitution. Donc contre l'idée d'une nouvelle constitution en cette période. Triplement contre. Premièrement, en tant que cadre, il n'y a aucun motif intellectuel, scientifique, qui me pousse à dire que je veux une nouvelle constitution. Il n'y en a pas. Ça, c'est en tant que cadre. En tant que patriote, la Guinée est un havre de paix. Cette constitution, elle n'a que 10 ans. Alors qu'il y a des constitutions qui ont plus de 200 ans. Il y en a qui ont près de 3 siècles. Qui n'ont jamais été changées. Elles ont été modifiées, elles ont été amendées, mais on ne les a pas remplacées par une autre constitution. Ça, en tant que patriote, je ne vois pas en ce moment
la nécessité de parler d'une nouvelle constitution. Surtout qu'il n'y a pas eu de coup d'État, il n'y a pas eu de catastrophe naturelle, il n'y a pas eu de vacance de pouvoir. Et ce n'est pas notre préoccupation. La préoccupation actuelle du Guinéen, c'est comment avoir le courant 24 heures sur 24, comment avoir l'eau à la pompe non-stop, comment manger matin, midi et soir, comment soigner, comment envoyer les enfants à l'école et comment dormir en paix. C'est la préoccupation. Bien. Ce n'est pas la nouvelle constitution. Et troisième et dernier, en tant que politicien, membre de l'UFDG, membre du conseil pour l'UFDG, je suis contre. Parce que ça cache une idée. C'est l'idée de maintenir au pouvoir à vie un homme. Bien. L'actuel locataire de Sékou Touré. Alpha Condé. Nous ne sommes pas d'accord. Bien. Voilà. Et en même temps, vous ne pensez pas que votre président Cellou Dalein Diallo est toujours en train de je ne sais pas quoi, de se planter chaque fois qu'il parle de constitution et de pourquoi il était derrière Lansana Conté pour la modification de la constitution à l'époque, parce que ces 2 jours-là, on voit aussi sur la toile, il aurait abordé le sujet, je ne sais pas, lors de sa tournée à l'international, là, où il dit qu'il fallait que Lansana Conté lutte contre la rébellion en 2000 et tout, après 2000, tout ça. Est-ce que c'est vrai qu'il s'est déjà prononcé là-dessus? Parce qu'on a vu ça circuler sur la toile. Est-ce que si c'est vrai, ça ne devient pas encore un autre argument qui plante l'UFDG, qui vous, je sais pas, qui rend difficile votre position dans ce débat-là? J'ai pour principe d'abord de ne jamais me justifier devant mon adversaire ou devant mon ennemi. Parce que ça ne sert à rien et il ne te croira absolument pas. Bien. Mais Cellou Dalein est en train de le faire chaque fois. Attends, non. J'ai dit, Cellou Dalein est un homme que je côtoie depuis 2007, que je connais très bien. C'est moi-même qui l'ai choisi. J'étais à l'époque directeur de l'hôpital Aridor. Je l'ai choisi en connaissance de cause parce que j'ai vu l'homme, je l'ai analysé et j'ai compris que c'est un homme d'État. Oui. Donc, je me dis clairement, avec son expérience de près de 10 ans au pouvoir, en tant que ministre et Premier ministre, il sait très bien peser ses mots et il sait dire ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Et il faut dire ce qu'il faut dire, où il faut, quand il faut et comment il faut. Ouais. Mais l'adversaire... Mais dire que c'est parce qu'il fallait sauver le pays de la rébellion, est-ce que ça c'est vraiment un argument qui tient la route? Parce que les gens d'Alpha Condé diront aussi, bon, pour sauvegarder tous les acquis, les barrages et tout ce qu'Alpha Condé est en train de faire, il lui faut encore un autre mandat. L'adversaire, quand vous écoutez un discours, prenez du début à la fin. Mais quand vous prenez des portions, évidemment, vous pouvez vider de leur sens et donner le sens que vous voulez. Donc vous n'y croyez pas? Pour moi, je n'y crois absolument pas. Bien. Je sais et je suis sûr et certain que de 1980 au 80, parce que à l'époque de Lansana Conté, peut-être Cellou Dalein, il était dans la quarantaine ou cinquantaine d'années. Bien. Vous comprenez? Dans la quarantaine d'années. Aujourd'hui, il est dans la soixantaine. De 40 ans à 60 ans, il y a eu 20 ans. Donc, il y a eu 20 ans déjà d'expérience, 20 ans de sagesse, 20 ans de culture. Et le monde a changé. Donc, il ne peut pas faire de faux pas. Valable il y a 20 ans n'est plus valable aujourd'hui. Bien. Voilà. Honorable, merci d'être passé. À très bientôt. À moi de vous remercier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À vous, merci de votre fidélité. À demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.